Bonjour, bienvenue dans le Culture Mag, le journal des arts et du lifestyle. Au sommaire aujourd'hui, un focus sur le film Cannon Fodder, une histoire littéralement délirante. L'armée israélienne qui s'associe avec le djihad islamique pour combattre un ennemi commun, des zombies. Nous recevons son tout jeune réalisateur. À suivre également la Great Black Music, une exposition recense toute l'histoire de la musique noire à Paris. Nous vous y emmènerons. Et puis, ce sera l'occasion de faire le point sur les biopics musique. James Brown, Jimi Hendrix, Miles Davis, ils seront tous bientôt incarnés à l'écran. Voilà pour le sommaire. Merci d'être avec nous sur i24 News. Dans quelques instants, nous allons accueillir le réalisateur Eitan Gaffney. En attendant, c'est un salon du livre un peu particulier qui a fermé ses portes la semaine dernière à Riyad. Ce grand rendez-vous littéraire de l'Arabie saoudite offre une vue d'ensemble de ce qui se publie et se traduit dans le monde arabe. Hélas, selon le journal en ligne Okaz, un journal saoudien, la censure est venue entacher ce grand rendez-vous du livre. D'après Okaz, la police religieuse saoudienne aurait inspecté les stands et retiré plus de 400 titres. Premier visé des poètes, Mahmoud Darwish, Badr Shaker al-Sayyab, et puis bien sûr, des livres sur l'émancipation des femmes qui ont été bannis, le livre de Abdallah al-Ami, Quand les Saoudiennes auront-elles le droit de conduire, ou encore un autre livre sur le féminisme en islam. Et voilà que vient d'arriver notre invité, Eitan Gaffney. Bonjour, vous êtes un tout jeune réalisateur. Cannon Fodder est votre premier film. C'est aussi le premier film israélien de zombies. Vous rejoignez ainsi la grande famille des George Romero, des Dario Argento. Eitan Gaffney, les zombies, c'est ce qui manquait à Israël ? Oui, on a des films de guerre, on a des drames, on a des films politiques, maintenant on a aussi des films d'auteur, mais des films de zombies, on n'en a jamais eu. Et moi, en tant que fan de zombies et en tant que cinéphile, je me suis dit qu'il était temps de faire un film de zombies israélien pour la première fois en Israël. Donc c'est comme ça que j'ai fait Cannon Fodder. Je vous propose de regarder un petit extrait de ce film, parce qu'on va raconter un peu le sujet quand même très très drôle. Je propose qu'on regarde un petit extrait et on reprend la discussion juste après. Purpose was to create an undetectable top. יש פה סוג של בלגן שלא אתה ולא אני מכירים. אני לא מצליח לזהות, אבל בטוח יש שם משהו. במשימה הזאת חוצים רק בדרך אחת. Alors, en gros, c'est, si je ne me trompe pas, l'armée israélienne qui doit combattre normalement le djihad islamique et puis finalement qui s'associe avec le djihad islamique pour combattre des zombies. En gros, c'est l'armée israélienne qui veut neutraliser un terroriste du Hezbollah recherché au Liban et ils se rendent compte qu'au lieu du Hezbollah, ils trouvent des zombies. Et voilà qu'ils doivent s'associer avec le Hezbollah pour essayer de sauver le monde, ou plus particulièrement le Moyen-Orient. Qu'est-ce qui se passe dans la tête c'est votre premier film, dans la tête d'un réalisateur qui veut faire son premier film. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il se dit, bon alors je vais prendre les zombies, on va prendre l'armée israélienne, on va mettre le djihad, il manque que les religieux et les politiques et tout est complet. Eh bien, en général, dans les films de zombies plus classiques, dans chaque film, vous trouverez une signification sous-entendue. Donc, lorsque on a commencé à travailler pour Cannon Fodder, je me suis dit qu'en tant que scénariste, il était évident que si je faisais un film de zombies au Moyen-Orient, tout le monde l'analyserait avec son contexte politique. Donc, au lieu de cela, il valait mieux mettre tout ça de côté et faire un bon film, un film d'action, amusant. Une fois qu'on a ça, on a commencé à inclure des petites blagues politiques ici et là pour avoir un tout un peu plus unifié. Mais c'est très compréhensible. Vous savez, les Juifs, les Arabes, le Hezbollah, Israël, tout y est. Il faut simplement regarder le film pour comprendre que nous n'essayons pas de dire « ça c'est bien, ça c'est mal ». On voulait simplement que les spectateurs passent un bon moment avec un film divertissant. Ils vont la voir. Votre film sort cette semaine dans votre pays, en Israël. On espère une sortie dans d'autres pays. C'est facile, d'un point de vue budgétaire, de faire un film sur les zombies avec du sang, des effets spéciaux et pas faire trop cheap? C'est jamais facile de faire un film et c'est jamais facile de faire un film à petit budget, plus particulièrement lorsque vous avez de nombreux effets spéciaux au maquillage et aussi par ordinateur. Et justement, c'est parce qu'il y a eu tous les films d'action de série B comme il s'en faisait dans les années 80 aux États-Unis, eh bien ça nous a donné une excuse pour nos effets spéciaux pas forcément extraordinaires. Mais en termes de maquillage, on voulait qu'ils soient les meilleurs possibles. Donc on a eu la moitié des maquilleurs d'Israël pour nous aider sur ce film.
On a aussi collaboré avec une école canadienne qui nous a envoyé parmi leurs meilleurs maquilleurs. Le maquillage est donc le meilleur qui soit, indépendamment du budget. Mais encore une fois, c'est jamais facile. Vous avez toujours des problèmes et vous arrivez toujours à court de budget. Et à un certain moment, on espère juste que ceux qui iront voir le film l'apprécieront tel qu'il est. On sent le sourire dans vos yeux, une vraie jouissance à avoir fait ce film. On sent le fan aussi de films d'horreur comme ça. Est-ce que vous avez des souvenirs qui vous reviennent du tournage, des moments où il s'est passé vraiment des choses très drôles sur le plateau? Sur ce plateau, chaque jour était drôle. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, on a passé beaucoup de bons moments. Je pense que le meilleur moment, c'était avec Yefit Shalev, qui joue le rôle de la femme dans le film. C'est ma femme aussi. Oui, dans la vraie vie, c'était donc marrant de travailler avec elle. C'était très drôle parce que vous voulez dire quelque chose et vous n'êtes pas sûr que ce soit bien de le dire, car vous êtes son mari et en même temps vous êtes le réalisateur. Quand on rentrait à la maison, tout redevenait normal. Mais on a beaucoup rigolé. L'équipe était vraiment géniale, on est tous amis, comme une grande famille. Donc c'était un plateau agréable et c'est vrai que ça aide d'avoir des scènes où les gens se font couper la tête avec les boyaux, le sang. C'était rigolo. Peu importe ce qui se passe sur le plateau, on avait toujours le sourire sur nos lèvres. Est-ce que vous avez envie de le montrer dans les pays arabes? J'aimerais tellement si c'était possible. Je sais qu'au Liban, il y a un grand quotidien qui nous a appelés pour montrer le film. Je ne suis pas sûr que ça va se faire. Je pense vraiment que c'est un film qui devrait être montré dans les pays arabes, car ce n'est pas un film sur les Israéliens et les Arabes qui se battent. C'est un film sur l'espoir. Tout peut s'améliorer, même avec les zombies et les soldats et tout ça, tout peut s'améliorer. On vous souhaite beaucoup de succès avec ce film Cannon Fodder qui est sorti cette semaine en Israël et qui est drôle, voilà, il faut bien le dire. Merci Eitan Gaffni d'être venu sur le plateau. Voilà, à suivre une immersion dans la musique noire à Paris, mais en attendant, ce sont les highlights, l'agenda des expositions. Pneuma, c'est le nom du nouveau ballet de la célèbre chorégraphe américaine Caroline Carlson. En avant-première mondiale à l'Opéra de Bordeaux, ce ballet s'inspire d'un essai du philosophe Gaston Bachelard, L'air et les songes. Avec 22 danseurs sur scène, ce spectacle est, selon sa créatrice, une sorte de poésie virtuelle mise en musique par le compositeur post-minimaliste Gavin Bryars. Pneuma à l'Opéra national de Bordeaux jusqu'au 23 mars. Pour la 17e édition consécutive, New York fait un gros plan sur le cinéma séfarade. Au programme, 15 films pour jeter un autre regard sur la culture juive du Maghreb jusqu'en Iran. Documentaires, fictions et dessins animés, c'est un éventail de cultures et de genres qui sont proposés au public new-yorkais. Cette année, entre autres, Shadow in Baghdad de Duki Dror et Reading Tehran in Tel Aviv de George Yitzhak jusqu'au 20 mars. À la galerie coopérative Agrippa's 12 de Jérusalem, une nouvelle exposition présente les derniers travaux de la photographe israélienne d'origine russe Ilya Yefimovitch. En présentant une série de 4 arbres disposés les uns derrière les autres et avec une fillette bédouine au milieu, Yefimovitch crée une illusion qui ébranle les lois de l'espace et du temps, et cela grâce à une technique photographique d'exposition longue. Même si son travail se concentre principalement sur les paysages israélo-palestiniens, grâce à des monuments familiers et des lieux ayant un lien avec le conflit actuel, le conflit lui-même n'est jamais le thème principal. L'exposition est ouverte jusqu'au 1er avril. L'Italie célèbre son héros. Paolo Sorrentino, le réalisateur du film La Grande Bellezza, vient d'être fait citoyen d'honneur de Rome. Avec humour, Paolo Sorrentino a remercié ceux qui n'avaient pas voté pour lui. Il a salué également Fellini, Maradona. Il s'est estimé très heureux de succéder à Giuseppe Verdi, lui aussi citoyen d'honneur de la ville. La Grande Bellezza est le succès ciné. L'année dernière, le film a reçu un Oscar, un Golden Globe. C'est l'histoire d'un écrivain vieillissant et jouisseur, désabusé, écrasé par la beauté de Rome.
Toute la musique noire est actuellement exposée à Paris. C'est l'occasion pour le grand public d'écouter et puis de comprendre comment l'Afrique, les musiques traditionnelles, l'esclavage et les mouvements d'émancipation noire ont abouti au concept de Great Black Music. C'est un concept qui a vu le jour en 1960 à Chicago. Alors des chaînes d'esclaves aux chaînes du rap, du gospel au jazz, de Fela à Stevie Wonder, tout y est exposé. C'est le récit d'Avri Rosensby avec David Gomba. Great Black Music, c'est toute l'histoire de la musique noire, une histoire mondiale et plusieurs fois centenaire. En partant du berceau de la musique en Afrique, elle couvre aussi entre autres le jazz à Chicago, le rap à Los Angeles et le dubstep à New York. Aucun musicien aujourd'hui ne peut dire qu'il n'a jamais entendu un Louis Armstrong, un Duke Ellington ou un Michael Jackson ou un Jay-Z. Donc cette musique, elle est dans l'ADN de tous les musiciens de cette planète. L'exposition est organisée en forme de frise chronologique. Elle fait ressortir les grands moments de l'histoire de la musique noire et les place dans leur contexte historique. Les visiteurs peuvent les revivre grâce à des vidéos et bien sûr grâce à la musique elle-même. Dans la zone dédiée à la musique du mouvement des droits civiques, le célèbre discours de Martin Luther King, tandis que les visiteurs peuvent écouter également des chansons de Bob Marley, aux côtés de celles d'Aretha Franklin et de Stevie Wonder. De rendre hommage à une histoire, il y a derrière ça 400 ans d'esclavage, entre 30 et 100 millions de personnes qui ont été déportées, tuées lors de l'esclavage et qui ont porté cette aventure extraordinaire, cette aventure artistique. On leur rend hommage et en même temps aujourd'hui ça appartient à tout le monde. Et ce qu'a rejeté l'Amérique blanche du fin du 19e et du début du 20e comme étant une culture sale est devenu leur référence culturelle et c'est devenu la culture américaine. Et c'est ce retournement qui est extraordinaire. Cette expo se concentre sur la musique noire américaine, mais les organisateurs lui voient une dimension internationale. Peu importe les origines culturelles ou géographiques des artistes, s'ils ont envie de se l'approprier, tout est là, et ils se l'approprient, et ça devient leur musique à eux. Et c'est ça la Great Black Music. La Great Black Music dépasse, transcende le concept racial ou ethnique. La musique black, la transition est facile avec vous, Laetitia Loreni, bonjour. Alors il semble que Hollywood nous prépare un certain nombre de biopics consacrés aux grandes icônes noires de la musique américaine. Tout à fait, Valérie, cette année. Alors il y a qui ? Cette année, donc, on va avoir le droit à 2 grands biopics. Le premier, on vient de le découvrir au Festival de musique d'Austin, de musique et de cinéma, c'est Jimi Hendrix dans un film All Is By My Side qui est écrit et réalisé par John Ridley. Ça sonne comme quelque chose qu'on connaît puisque c'est l'auteur de 12 Years a Slave. Il revient, il est tout frais de la cérémonie des Oscars où il a remporté le meilleur scénario. Donc voilà, on voit les premières images. Qui est celui qui incarne le guitariste gaucher ? Eh bien, c'est André 3000. Vous vous rappelez peut-être du groupe Outkast qui chantait I'm Sorry Miss Jackson. Eh bien, c'est bien ce André Benjamin, André 3000. L'autre grand biopic que l'on attend cette année, c'est le biopic sur James Brown, qui est donc là produit par Mick Jagger, qui est l'ami de longue date. Mick Jagger se lance dans la prod, c'est bien. Qui a voilà, une boîte de prod avec sa femme. On a des images aussi là-dessus. Alors là, on a des images de James Brown, on n'a pas que des images, on a des images et du son, puisqu'on ne se lasse pas de la musique de James Brown. On va écouter quelques... 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Game here where the rules are already set out. I'm just a street kid from Augusta, Georgia. Now, tell me what you see. I want to go to Vietnam. We got to bring a super heavy funk to the cats over there. Quoi d'autre comme grande figure noire incarnée au cinéma bientôt? Alors ça c'était les films qui vont sortir pour sûr, on le sait, c'est cette année. Ensuite, en production, en ce moment, on a Miles Davis qui va lui certainement être sous les traits de Don Cheadle, qui va écrire, réaliser et jouer. Voilà, on le voit là, la ressemblance est frappante, aux côtés de Ewan McGregor et de Zoé Saldana. Zoé Saldana qui, elle, incarnera Nina Simone dans un biopic donc sur la chanteuse Nina Simone. Et puis, pour parler, en ce moment, on parle de Aretha Franklin qui est censée aussi être adaptée au cinéma. On ne sait toujours pas qui. Donc, voilà, ça, c'est Tina Turner et Angela Bassett. C'est un film qui a déjà été fait. C'était pour vous parler, puisqu'à Hollywood, on adore les biopics. Il y a eu les tops, il y a eu
eu les flops. Tina Turner, c'était un des top films qui a été donné par Hollywood. C'était un grand succès. Angela Bassett a remporté un Golden Globe pour sa performance. Elle avait perdu beaucoup de poids et avait pris beaucoup de muscles pour avoir le même corps que Tina Turner. Il y a aussi Ray Charles, bien évidemment, incarné par Jamie Foxx, pour lequel il a remplacé l'Oscar. Et pour les flops... Remporté l'Oscar. Oui. J'ai dit... Remplacé, c'est pas très grave. Il a gagné, c'est déjà ça, c'est bien. L'Oscar, il a remplacé personne. Et Biggie Small, par contre, ça, c'était le flop, où là, Biggie Small, lui, avait été incarné par un acteur pas très charismatique et le film n'avait pas attiré les foules, produit par Puff Daddy. Voilà. Donc, on attend avec impatience Jimi Hendrix, James Brown. Et Jimi Hendrix. Très bien, merci beaucoup Laetitia Loreni. Voilà, c'est la fin de ce Culture Mag avec vous en musique. On se retrouve demain à la même heure. Je vous rappelle que vous pouvez suivre nos programmes sur le site de i24 News, www.i24news.tv. Vous pouvez choisir en français, en anglais ou en arabe. Juste après, c'est l'info qui continue. Merci.